L'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Le fondateur de la France Insoumise et député européen. On va parler évidemment de la manifestation de demain contre la loi El Khomri. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est bien entendu l'abandon de François Hollande. Il renonce à la révision constitutionnelle. Quelle est votre réaction aujourd'hui ? Bon, d'abord, oublions un peu l'aspect politicien de toute cette histoire, parce que c'est une lamentable manœuvre qui se retourne contre son auteur. Moi, je crie victoire et je suis très soulagé. Mes arrière-petits-enfants futurs remercient le président de la République de renoncer à les discriminer. Je voudrais vous rappeler que nous étions tous en très grand danger, car un Français sur 4 a au moins un grand-parent étranger, immigré. Et donc, c'était sur plusieurs générations la menace d'être à tout bout de champ montré du doigt ou traité différemment des autres Français. Un Français, une Française dorénavant, et Français et Française pour toujours. Est-ce que c'est aussi la déchéance de la parole politique ? De la parole politique, non, vous êtes bien injuste. Pourquoi ma parole serait-elle déchue en général, du fait que celle du président de la République l'est? Bon, on ne peut pas le prendre très au sérieux, cela va de soi. Car comment imaginer que cet homme qui a inventé une réforme constitutionnelle qui était un viol de tout ce à quoi nous croyons dans ce pays depuis 2 siècles, dans le camp républicain, pouvait avoir pris une initiative pareille sans y avoir réfléchi. Ben, il n'y avait pas réfléchi. Et vous savez, les conséquences, vous n'avez pas fini de les mesurer. Car comme la loi, notamment le contenu d'état d'urgence, a été modifié, toutes les procédures qui ont été menées au nom du nouvel état d'urgence vont être mises en cause maintenant par la défense des personnes qui seront prévenues. Donc c'est un chaos indescriptible qui s'annonce à l'horizon. Bonjour la lutte contre le terrorisme dans de telles conditions. La faute à qui ? À la droite ou à la gauche ? Ça dépend ce que vous appelez la gauche. Moi, je plaide innocent, je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais la faute, d'abord et avant tout, à lui. C'était à lui de ne pas prendre une initiative de cette nature. Il a été chercher ça dans les textes de l'extrême droite, lui-même dénonçait ça quelque temps avant. Il a cru faire un bon coup. Et ça se retourne contre lui. Mais au passage, le pays a perdu 4 mois de débats inutiles, créé des divisions incroyables et surtout menacé des millions de personnes dans ce qu'elles ont de plus cher, leur appartenance à la patrie républicaine des Français. Ça va le suivre longtemps J'espère que ça le suive jusqu'à la retraite que je souhaite la plus tôt possible. 2017 ? Oui, pourquoi pas, c'est le moment démocratique pour le faire. Et les gens qui seraient attachés à avoir des idées plus républicaines pourraient me préférer moi à lui. Patrick Kanner, qui est le ministre de la Ville, soutenu par Manuel Valls, affirme qu'il y a des centaines de Molenbeek en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous en connaissez ? C'est incroyable de parler comme ça. Enfin, c'est un ministre, il est là pour essayer de résoudre les problèmes, pas de les aggraver. Qu'est-ce que ça veut dire, Molenbeek? D'abord, il y a été à Molenbeek. À Molenbeek, il n'en retient que les images que une certaine propagande veut donner. À Molenbeek, il n'y aurait donc que des fanatiques religieux. Enfin, tout ça est absurde. Ensuite, en France, bien sûr qu'il y a des endroits où s'accumule la pauvreté, la misère. Bien sûr qu'il y a des communautarismes. Madame Ferrari, vous m'entendez bien? J'ai dit des communautarismes. Pas un communautarisme. Mais non, il n'y en a pas qu'un. Il y a des communautarismes. Il y a des endroits où vous voyez en effet des gens voler des pieds à la tête et c'est un peu étrange et assez insupportable, il faut bien le dire. Mais Condamnable ou pas ? Ah ben, personnellement, je condamne absolument le communautarisme. Mais je vois bien que le gouvernement... Je dis des communautarismes, je n'ai pas pu finir ma phrase. Mais je pourrais vous parler des quartiers où le vendredi soir, il est impossible d'allumer la lumière dans la cage d'escalier parce qu'il y a des gens qui ont mis du scotch dessus et qui attendent en bas que quelqu'un veuille bien ouvrir la porte parce qu'ils ne feront aucun travail. Donc la France est harassée par les communautarismes religieux. Il faut donc détendre l'atmosphère, pas crisper. Quant à tous ces quartiers, c'est une honte. Déjà qu'on a banni ces pauvres gens, qu'on les a enfermés entre eux. Et maintenant, on les montre du doigt en les désignant tous comme des assassins potentiels. Parce que c'est ça qu'il y a derrière la formule du ministre. Ce n'est pas juste. C'est notamment faire litière de l'effort que font des centaines de gens pour améliorer la vie de leur quartier. Mais comment lutter contre la radicalisation dans ces endroits? La radicalisation, vous êtes bien d'accord pour dire qu'on ne la mettra pas en relation avec la pauvreté et le confinement dans un ghetto. Ce n'est pas lié pour vous? Bon. C'est des fois lié, des fois oui, des fois non. Mais comment lutter contre la radicalisation? Eh bien déjà, en garantissant la laïcité absolue de l'État et en éradiquant les germes de radicalisation là où ils sont. Car je vous demande de bien comprendre que la radicalisation ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat d'une action concertée de groupes qui saisissent les êtres les plus faibles psychologiquement pour les orienter vers des actions radicales. Donc il y a moyen de combattre ça, mais pas en écoutant tout le quartier, comme on est en train de le faire dans tous les quartiers de France, mais en traitant le problème humain, par l'infiltration, par le dialogue, par les cellules anti-radicalisation, qui obtiennent de très beaux résultats. Est-ce que les maires sont
aussi coupable d'avoir, avec une forme de clientélisme, encouragé ce communautarisme? Alors, il y a des fois où oui, mais je ne veux pas lancer d'accusations comme ça dans le vide. Pendant un temps, il y a eu beaucoup de maires, j'en ai connu en Essonne lorsque j'étais moi-même un élu local, et des plus notables, qui pensaient acheter la paix en subventionnant tout le monde et n'importe qui. Pensez à qui? Des associations, non, je ne vais pas mettre de nom parce qu'après je vais me fâcher avec la moitié de la terre, mais qu'ils sachent tous que j'ai une mémoire très vive de ces situations et de ce qu'ils disaient de moi à l'époque, lorsque je refusais que l'on subventionne des associations dont le caractère cultuel était évident. Eh bien, ils estimaient qu'après tout, occuper les gens de cette manière-là ou d'une autre, pourquoi pas. Maintenant, je pense que tout le monde comprend que la laïcité est un moyen de vivre ensemble, pas un supplément d'âme, ni une manière d'amuser la galerie. Il faut donc que l'État soit strictement laïque. Il faut donc que les institutions publiques soient strictement laïques. Et pour tout le monde, pas celui-ci a le droit de faire une crèche et l'autre n'a pas le droit de s'habiller de telle ou telle manière. Ça, ce n'est pas normal, pour ne prendre qu'un exemple facile à présenter et auquel chacun a des images à attacher. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous êtes pour la perpétuité réelle pour ces terroristes? C'est un débat qui a eu lieu depuis quelques jours. Mais la perpétuité, c'est la perpétuité. Qu'est-ce que tous ces gens viennent rajouter aux lois et quoi? La perpétuité réelle, et si de temps à autre, avec enfermement... Enfin, arrêtez de lancer comme ça des idées qui n'ont pas de sens, dont on s'aperçoit ensuite qu'elles ne sont pas praticables. La perpétuité, c'est la perpétuité. Ensuite, il y a un régime qui est géré par les juges des libertés, pas au hasard et pas en jouant au dé, par des gens responsables qui, dans la limite des moyens humains, de toute personne humaine, tâchent de prendre la bonne décision. Aidons les gens à prendre des bonnes décisions, plutôt que de dire aboyer à leur porte tous les 5 minutes, ce qui ne fait que créer du désordre. François Hollande retire sa réforme de la Constitution. Doit-il retirer la loi travail? C'est ce que demande M. Mailly ce soir. Mais bien sûr, demain matin... demain, nous serons en manifestation dans tout le pays. J'espère que mes compatriotes vont mettre vraiment le paquet. Je demande qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit. Autrefois, la loi décidait et on ne pouvait dans une entreprise qu'améliorer la loi. Dorénavant, dans chaque entreprise et quasiment sans moyen de réplique, eh bien, il y aura une loi particulière. C'est comme si chacun d'entre nous inventait un code de la route pour sa propre rue. Et ensuite, on s'étonnerait qu'il y a des accidents. On prétend faciliter l'embauche en facilitant le licenciement. En gros, on pense encourager au mariage en facilitant le divorce. Tout ça est ridicule et crée des conditions de vie infernales pour les gens qui vivent de leur travail, qui doivent se lever le matin, aller au travail, en revenir. Tout cela vont être persécutés par de telles dispositions. Je demande au président de la République qui a laissé faire assez de bêtises, cette fois-ci d'assumer sa responsabilité. Nous, des millions de gens, nous avons voté pour lui, pensant qu'il était meilleur que le précédent. Il s'avère être pire. Nous avons été dupés. Il nous doit, nous aussi, de nous céder. Après tout, il a cédé à la droite aujourd'hui. Il pourrait bien céder à la gauche de la rue demain. Combien de personnes attendez-vous demain? 1 Beaucoup. million? Plus? Ce sera un échec? Moi, j'ai dit j'ai dit une fois 1 million, mais peut-être que j'ai mis la barre trop. Parce que beaucoup de gens devront faire grève pour être là et ça coûte beaucoup dans les salaires, c'est très difficile. Il n'y a que les bourgeois qui croient qu'on manifeste pour s'aérer et qu'on fait grève pour se distraire. Ce sont des choses qui coûtent aux salariés. Donc moi je ne me mêle pas de faire autre chose que d'apporter mon soutien, ma fraternité, d'être dans les manifs avec les autres, et voilà. Mais demain, vraiment les gens, bougez-vous, parce que si vous laissez passer ça, après, qu'est-ce qu'on devient? Vous avez 64 ans? Vous allez être candidat à la présidentielle, vous avez lancé ce mouvement de la France insoumise. Est-ce que vous croyez encore possible une candidature de François Hollande? Eh bien, ça le regarde. Une fois, j'ai dit qu'il ne le serait pas. Est-ce que j'ai eu raison ou tort? Mais à la vérité, je m'en moque. J'aimerais bien, cependant, qu'il le soit. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, les gens pourraient comparer ce qu'il a dit la dernière fois et ce qu'il a fait. Et on pourra comparer ce que moi, je disais à son sujet, et les gens verraient que j'avais raison. Alors peut-être qu'il m'est arrivé, parfois, on a dit « vous êtes trop dur ». Mais aujourd'hui, qui viendrait me dire que j'ai été trop dur dans les critiques que j'ai présentées contre lui? C'est moi qui avais raison. De temps en temps, on peut aussi le dire. Alors pour le reste, oui, j'ai proposé ma candidature, j'ai ouvert un site qui en est la plateforme d'organisation, et j'espère que de là va naître un grand mouvement. Il a bien commencé, j'en suis à 88 000 parrainages citoyens. Je dis bien parrainages citoyens. Parce qu'il faut d'autres parrainages pour la présidentielle. Mais oui. D'élus. Et qui seront intégralement publiés, vous le savez, désormais. Oui, les règles ont changé et le temps de parole aussi a changé. Oui, ils ont trouvé un nouveau moyen pour se débarrasser de leurs concurrents. C'est-à-dire que, d'abord, le temps de parole ne sera plus le même, comme vous venez de le dire, ne sera plus égal aussi longtemps. Et deuxièmement, les parrainages, qui sont déjà pas faciles à trouver, 500 parrains, c'est pas tous les élus qui peuvent parrainer, c'est certains, qui ont un privilège qu'ils n'ont jamais demandé. Et ce sont donc, en quelque sorte, les notables qui désignent qui a le droit
d'être candidat ou de ne pas l'être. Donc imaginez-vous que les appareils de parti serrent la vis à fond. Je le sais, j'ai été membre d'un tel appareil, donc je sais comment ça se passe. On empêche les gens de signer. Et du coup, on espère se débarrasser des concurrents. Bon, imaginez-vous que vous ayez la prochaine élection présidentielle et que je sois empêché d'y être. Est-ce que vous trouveriez ça normal? J'ai tout de même déjà rassemblé 4 millions de voix. J'ai été élu avec 5 fois le nombre de voix qu'il faut pour élire un député national. Donc moi, voilà ce que je leur propose. Allez, bon, d'accord. Faites votre caprice. Rendez ça plus dur, surveillez les gens, parce que c'est ça qu'ils vont faire. Hein, faites-le. Mais laissez les citoyens, eux aussi, parrainer. Donnez un chiffre. Moi, je dis 100 000, mais ça peut être 1 million. Si vous voulez, 1 million de signatures avec un numéro de carte électorale vaudrait parrainage d'une candidature. Mettez le chiffre que vous voulez, mais donnez aux citoyens le pouvoir de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est que déjà vous avez peur du peuple. Voilà ce que je leur dis. Une dernière question sur la rémunération de Carlos Tavares, le patron de PSA, qui a doublé en un an 5,24 millions d'euros. C'est immoral ou c'est normal? Ah ben, c'est totalement immoral, mais c'est drôle parce que vous voyez comment est l'imaginaire. Dès quand vous dites un salaire minimum un peu élevé pour un travailleur, tout le monde dit « Ah, ça va tuer l'économie ». Et quand c'est pour un patron, non, tout le monde beaucoup de gens trouvent ça normal. Vous avez même un gars comme Gattaz, qui se donnait que le mal de naître, dans le bon berceau, qui dit « Ah ben c'est normal, ça récompense l'effort ». Mais quel effort? Quel genre de travail font ces personnes pour mériter à elles toutes seules 530 années de SMIC d'un travailleur honnête qui se lève tous les matins pour y aller? Moi, je pense que ces patrons coûtent beaucoup trop cher. On pourrait trouver à moins cher. Les patrons arrivent à trouver des ouvriers à moins cher. Il me semble que les salariés devraient pouvoir trouver, et les citoyens, des patrons qui coûtent beaucoup moins cher que cela. Voilà ce que je propose. Pas de salaire en dehors de la fourchette de 1 à 20. Je suis sympa, c'est 1 à 20. La demande des syndicats européens, c'est de 1 à 10. Et dans l'économie sociale et solidaire, vous savez, ça existe dans ce pays. Et la dernière fois que les patrons ont voté, ils ont donné 19% des voix à ces gens-là, qui n'ont aucun pouvoir aujourd'hui. Il n'y a que le MEDEF qui a droit à tout. Eh bien, et on propose dans l'économie sociale et solidaire pas de marge plus grande que de 1 à 7. Voilà les gens ce que je vous propose. Ce n'est pas une mesure bolchevique et échevelée. Pas de salaire de 1 plus grand que 1 à 7 l'écart. Donc, quand le patron veut s'augmenter, il est obligé d'augmenter le petit dernier des salaires de la maison. Eh bien, ça serait juste. Parce que le meilleur mérite, c'est celui de ceux qui produisent, pas de ceux qui font semblant de diriger. Donc, vous lui demandez de renoncer à cette rémunération? À toute cette rémunération? Une partie? Non, Madame Ferrari, je ne peux rien lui demander. Ces gens-là n'ont pas d'oreille. Ils n'écoutent personne. Ils n'ont leur organe principal et leur portefeuille. Et le reste, ils ne l'écoutent pas. Vous pensez bien, ils doivent considérer que je ne sais même pas si j'existe, hein, parce qu'eux, ils sont dans un monde qui est un monde absolument hors de toute raison naturelle. Ils ne savent d'ailleurs même pas que vous existez vous-même. Ils y perdent. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon.